Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle, avec vous pour les 2 prochaines heures. On a Fred Bastien qui est de retour. Salut Fred. Bonjour Isabelle. On te pensait partir dans les étoiles? Ben, j'ai tellement trippé là, d'être à l'Agence spatiale canadienne hier, de discuter avec Jeremy Hansen, astronaute, qui verra l'autre côté de la Lune là, d'ici quelques mois. Moi, je suis un petit gars devant lui, vraiment, j'ai adoré. C'est vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le tour de la Lune. Avec 3 autres coéquipiers, ils vont faire un périple de 10 jours pour contourner la Lune, puis c'est le début des expéditions Artemis. Là, éventuellement, on va continuer de retourner sur la Lune, mais c'est comme un premier tour dans la capsule Orion, là, Orion, qui est le vaisseau spatial qu'ils utiliseront. Puis oui, pour la première fois, des yeux d'humains vont voir certains côtés de la Lune qui n'avaient jamais été vus. Le par côté des humains sombre avant. de la Lune. Voilà, exact. Côté très sombre, là, où parfois il y a des cratères qui n'ont jamais vu la lumière du jour depuis là, des centaines de millions d'années. Là. Il paraît qu'il fait tellement froid qu'on est près du 0 Kelvin dans certains cratères au sud de la Lune. Bref, moi, ça me fait toujours rêver quand on parle de l'espace. C'est passionnant. Il faudra qu'on refasse un segment là-dessus. Avec tu viendras nous plaisir. en parler. Tu nous bookeras un astronaute. J'aimerais bien parler à Jeremy Hansen à l'émission, définitivement. On est très heureux de vous le présenter parce qu'il n'a pas donné beaucoup d'entrevues jusqu'à maintenant. Il vient d'arriver en poste et c'est le nouveau président du comité exécutif de la Ville de Montréal qui se trouve aussi à avoir le gros dossier de l'itinérance à la Ville. C'est quelqu'un qui a quitté une carrière florissante dans les hautes sphères de Chapoutot, d'Hydro-Québec, qui a été président de Centraide pendant quelques années, avant finalement d'accepter un poste en politique. Claude Pinard, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Ben, on se connaît depuis plusieurs années, Claude, parce que on s'est côtoyé beaucoup dans le communautaire, entre autres à travers le regroupement Partage, mais aussi parce que vous êtes impliqué dans le communautaire depuis très longtemps. Ça a toujours été, même quand vous étiez d'ailleurs un haut gestionnaire, c'était important pour vous de redonner. Je sais que vous avez été, à un moment donné, ça vous a passé par la tête de peut-être devenir maire de Montréal. Oui. Ça a-tu collé longtemps, cette idée, ou ça a été comme, une bulle, mais... Ça a collé jusqu'à temps que, je pense, c'est une bonne question, ça a collé jusqu'à temps que Soraya montre de l'intérêt. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec elle, puis je lui ai dit, écoute, je suis totalement convaincu que je peux devenir maire de Montréal, mais je suis totalement convaincu que je ne peux pas te battre. Et parce que, bon, elle avait une expérience politique, c'est une femme dont le passé parle beaucoup en termes d'expérience, et je me voyais pas d'aucune façon nouvelle arrivée être prêt à débattre avec elle puis essayer de gagner une course à la chefferie. Donc, je préférais... je l'ai appelée, on s'est parlé, elle vous dirait le même. Je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, je n'irai pas, tu sais. Alors, tant que Soraya n'était pas allée, Claude Pinard songeait à être maire de Montréal. Oui, j'y songeais beaucoup. Puis, honnêtement, à cause de mon travail à Centraide, je ne voulais pas d'aucune façon approcher des gens ou parler à des gens. Je suis très loyal là-dessus. Mais j'y pensais beaucoup, mais surtout, je m'en faisais parler beaucoup. J'ai d'ailleurs dans mon bureau des 2 lettres anonymes, vraiment là, des cartes anonymes de gens qui me disaient, vous devriez aller à la mairie de Montréal. Vous venez du monde des affaires, vous avez une expérience dans le communautaire, on aurait comme un gestionnaire avec un cœur. Donc, tu sais, et ça, c'est les premières fois que tu reçois ça, tu dis, waouh, c'est quand même intéressant, mais il faut se souvenir que j'écrivais également, j'avais une chronique dans un quotidien ici à Montréal, assez régulière depuis 3 ans, fait que on avait la visibilité à Centraide aussi. Puis on avait réussi à amener la pauvreté comme étant les plus importants enjeux pour la société. Donc, j'avais une certaine visibilité, mais c'était pas un truc d'égo pour moi. C'était parce que, tu sais, la prochaine question était de dire qu'est-ce qui a fait que j'ai plongé. C'est Soraya m'a rappelé 6 mois plus tard, puis faut croire que j'étais mûr, là, mais un des trucs que je lui avais dit, je le dis en souriant, c'est que j'ai dit, écoute, moi, Soraya, je suis pas un numéro 2 dans la vie. Tu sais, je suis vraiment comme un leader, j'aime ça être en avant, prendre des décisions. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Et puis, elle s'est assise devant moi, puis pour moi, elle avait retenu ça de notre conversation, puis elle m'a dit, tu ne seras pas un numéro 2, Claude, on va être un à côté de l'autre. Tu sais, ça va vraiment être l'administration Ferrada Martinez-Pinard, un peu comme dans le temps. Là, c'est un drôle de lapsus que vous venez de faire. Non, c'est parce que Luc est toujours dans ma tête. Il hante encore les couloirs de la ville de Montréal. Non, c'est parce que Luc m'a dit en entrevue... ailleurs. Il m'a dit en entrevue ailleurs que comme président du comité exécutif, il dit...
jamais dans ta vie tu vas avoir lu autant, et je lui ai confirmé, c'est tout à fait vrai. Donc, l'administration Ferrada-Martinez-Pinard, on serait comme une administration. Et pour moi, c'est important. Et vous y croyez à ça? Parce que c'est un bon pitch, là. C'est le pitch que je ferais si je voulais avoir vraiment un bon numéro 2. Je lui dirais qu'il va être numéro 1 à mes côtés. Non seulement je crois, je le vis. Je le vis tous les jours. Alors, depuis que c'est commencé, ça fait pas longtemps, là. Non, mais c'est la lune de miel. Non, mais depuis la campagne. Oui. Parce que ça reste que ça fait pas longtemps pareil. Non, ça a été une courte campagne. C'est comme... c'est comme un jeune couple politique, tu sais, mais j'ai pas d'inquiétude, honnêtement, parce qu'on se ressemble beaucoup sur plusieurs points, Soraya et moi. On est... les mêmes choses nous indignent, tu sais, par rapport à, disons, l'itinérance ou les grands enjeux sociaux. C'est une femme de cœur, je pense que je suis un homme de cœur. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va faire une excellente équipe. Oui. Mais je reviens quand même au fait que vous avez été... Qu'est-ce que vous faisiez déjà chez Saputo, Hydro? Alors, à Hydro-Québec, c'est le début de ma carrière. Ouais. Donc, j'ai fait des communications, relations gouvernementales. Les 4 dernières années, j'étais adjoint du président du conseil. Donc, je dirigeais les activités, chef de cabinet, si on veut. Ensuite, je suis passé à Saputo, vice-président communication. J'ai été 3 ans président des Gâteaux Vachon, division boulangerie. Je suis revenu comme vice-président exécutif responsabilité sociale et communication. J'ai quitté, j'ai pas travaillé pendant 1 an. Je peux me le permettre, je l'ai fait. Et je suis retourné travailler avec le père, donc M. Saputo, le fondateur, pour partir la fondation. En fait, la fondation existait depuis plusieurs années, mais vraiment la capitaliser puis commencer à travailler à long terme. J'ai fait ça pendant 8 ans, puis après ça, je suis allé à Centraide. Oui. Et vous avez beaucoup appris, Claude Pinard, de Centraide. Là. Vous avez eu comme un choc, je pense, au début. Absolument. Puis tu sais, tantôt, vous disiez en entrevue, moi, mon père disait, je lève pas des individus, je lève vraiment des citoyens. Fait que dans ma famille, chez nous, ce n'était pas négociable, le fait de s'impliquer ou pas. Fait que, tu sais, mes frères et sœurs, mes parents, tout le monde... C'est de combien? On est 5 enfants. Si vous appelez n'importe qui, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde est impliqué dans quelque chose. Donc, c'était très important. Et moi, j'ai vu mon père donner son manteau qu'il avait sur le dos à des gens dans la rue. Là. J'ai vu faire ça quand j'étais jeune. Ça m'a vraiment frappé. Et je vais vous conter l'anecdote. Mon père est décédé il y a quelques années, puis... Il y avait une maladie dégénérative, la démence. Puis quand il a eu son diagnostic, il m'a fait venir dans son boudoir. Il y avait un boudoir, mon père. C'était un juge, c'était un homme de lettres. Oui. Et il me dit, écoute, il faut que je te parle. Il dit, à mon décès, il faut que tu prennes une de mes responsabilités. Fait que je dis, OK, très bien. Il dit, c'est ton grand-père qui m'a demandé de faire ça en 1961. Fait que je dis, OK, très bien. Il dit, je paie la farine et les œufs à un couvent de sœurs en Estrie depuis que ton grand-père est décédé. Et là, je suis pas au courant de ça, là. Ça fait 40 ans que l'homme le fait. Il n'a jamais dit un mot à personne, il le fait. Et ça, vous ne le saviez pas? Non, ce n'est qu'un des exemples. Tu sais, j'en ai des exemples d'athlètes que mon père a aidés, de gens qu'il a aidés. À la fin de sa maladie, une petite anecdote un peu drôle, là, il m'avait dit « j'ai fait un don à l'église, tu sais, puis... j'ai appelé le curé, puis j'ai demandé combien il vous a donné. Bien, il dit justement, j'allais vous appeler parce qu'il dit, d'après moi, c'est pas ça qu'il voulait nous donner. Donc, il était très, très, très généreux. Fait qu'on a ça dans la famille chez nous, dans le sang. Ouais. Et on a surtout ce devoir de changer les choses si on est capable. Et c'est ça qui fait que je suis où je suis aujourd'hui. Oui. Donc, Soraya vous appelle. Ouais. Vous avez cette idée. C'est quand même pas rien là, de se voir mère, de se dire, ça me tente vraiment d'y aller, mais de se dire aussi, je vais accepter de ne pas avoir la lumière directe, d'avoir la lumière de côté, je comprends. Oui. Puis de gérer un dossier qui est probablement la pire patate chaude qu'on peut avoir, celui de l'itinérance. Oui, mais et tu sais, sur la lumière, là, c'est important. Oui. Vous avez dit en entrée là, que je n'avais pas donné beaucoup d'entrevues. Et à chaque fois qu'on m'offre une entrevue au bureau, je leur dis toujours, hey, je suis pas venu en politique faire des entrevues, je suis venu en politique pour régler des problèmes. Alors naturellement, là, je souris et je peux vous garantir que toute l'équipe au bureau est en train de sourire parce que ça fait partie de la game, n'est-ce pas? Donc, et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Mais c'est important de communiquer ce qu'on fait. Absolument. Vous êtes un homme de communication, Claude. Vous avez toujours été dans ces gros postes-là. Souvent, des gros projets qui pourraient fonctionner ne fonctionnent pas parce qu'on ne l'explique pas au monde. Absolument. Puis, et surtout parce qu'on utilise souvent la langue de bois, puis on n'est pas capable d'admettre... on ne dit pas la vérité. Qu'on s'est trompé. Exact. Les mondes, ils sont pas caves, les gens. Absolument. Puis, tu sais, vous parlez d'enjeux. Avant même de parler d'itinérance, moi, je vous parlerai de Saint-Jacques, là, où j'ai été élu. Saint-Jacques, qui est dans Ville-Marie. Village. Tu sais, c'est complètement disparate, là, comme c'est un quartier phénoménal, le quartier des spectacles, quartier latin, village... quartier chinois,
Cité du Havre. C'est le là où il y a Vieux-Montréal. la piste cyclable temporaire. Oui, là. absolument. On peut en parler, ça me fait plaisir. Ben, tellement, c'est dans ma liste. Voulez-vous y aller tout de suite? Ben, ou, juste moi, je gardais ça pour plus tard. Est-ce que je peux terminer sur Ben, l'amour de mon certainement, nouveau district? complètement, là-bas? ben oui. Alors, je vais terminer sur Allez-y. l'amour de mon nouveau district. Un nouveau politicien, on va lui donner 30 secondes pour remercier ses concitoyens. Y a-tu des gens déjà, Fred, qui... À nous écrire aussi, si vous avez Oui. des questions pour M. Pinard, si vous pouvez parler d'itinérance, entre autres, là, M. Pinard, qui est président du comité exécutif de la Ville de Montréal, écrivez-nous au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Mais donc, Pour vous toute aimez... question, d'ailleurs, Ouais, voilà, Fred, exact. Pour toute si vous avez des questions, vis-à-vis de la Ville de c'est Montréal. numéro... 1,5, je sais plus comment dire, Claude, parce que là, on comprend que vous êtes aussi... vous êtes une équipe? Oui, absolument. Voilà. On est là. Mais alors, si je peux me permettre... Oui, allez-y, remerciez-les rapidement quand même. Oui, mais rapidement, alors, le district Saint-Jacques, pour moi, Ouais. ça représente la culmination de mon expérience professionnelle. Alors, Ben oui. la connaissance des enjeux sociaux, la capacité de se mettre au travail rapidement et de le faire et d'en faire une différence immédiatement. Donc, Ouais. moi, j'ai dit... Ville-Marie, c'est Soraya? non, en fait, Ville-Marie, c'est l'arrondissement Ville-Marie. Oui. Soraya, étant mairesse de Montréal, est mairesse de l'arrondissement Ville-Marie. C'est bien ce que je dis? Et, Ouais. oui, et donc, il y a Peter McGill qui est Leslie Ouais. Roberts, il y a moi qui est, qui est dans Saint-Jacques, et il y a Exact. Chris McCree qui est... C'est ça. Mais donc, la mairesse à Ville-Marie. Absolument. Voilà, tout à fait. tout à fait. Là, vous commencez à m'ostiner, là, voyez-vous? Non, pas pantoute. OK. Vous aviez raison, Isabelle. Ouais. Je m'excuse. Vous avez juste dit non. Ouais. C'est ça me faisait penser à mon chum, ça. Ah, ben là, écoutez... Il doit rire en ce on moment. développe une bonne relation. Tout à fait. Donc, Claude, l'itinérance, parce qu'on va y revenir à la piste cyclable. Ouais, là. absolument. L'itinérance, gros dossier. Évidemment, je voulais commencer par ça parce que vous l'avez vous-même dit. Quand je disais tout à l'heure, vous aviez eu un choc quand vous êtes venu de vos gros postes, là. Ouais. Saputo, vous étiez quand même dans le communautaire avec la Fondation Saputo et tout, on comprend ça. Vous avez beaucoup donné, mais de votre temps et des ressources. Mais là, on arrive vraiment sur le terrain, s'entraide. Là, tu charries des boîtes de carton, tu gères des frigos, tu gères des organismes communautaires qui ont la langue à terre. Ouais. Je le sais parce que je suis avec Partage depuis assez longtemps pour savoir que c'est pas évident. Il y a des gens de plus en plus qui ont besoin d'aide. Les moyens sont limités. C'est de plus en plus difficile d'aller chercher justement des fondations, des donateurs. Il faut travailler fort. Là, vous arrivez, puis il y a de plus en plus de monde dans la rue. Ouais. Le choc, là, je Ouais. veux que vous me le décriviez. Comment vous vous êtes senti? Alors, quand je me suis lancé, j'ai marché Saint-Jacques de littéralement là, chaque rue, est en ouest, nord-sud. Et là, je pensais qu'à Centraide, j'avais une bonne connaissance. Je n'avais pas une excellente connaissance. J'avais une très bonne connaissance, mais pas une excellente connaissance. Alors, ce qu'on vit actuellement, c'est une crise de la rue. Tu sais, c'est une crise de vulnérabilité, mais vraiment une crise de la rue. Des gens qui sont propulsés en itinérance à cause qu'ils se font évincer. Première cause de l'itinérance actuellement. Le logement, la perte du logement. Absolument. Ouais. Après ça, on a des jeunes de la DPJ dont il faut s'occuper. 1 sur 4. Oui, absolument. Donc, on a une capacité de faire un peu de prévention, puis je vais revenir à ça dans 2 secondes. Et après, on a ce que les gens attribuent comme étant l'itinérance, c'est tous les problèmes de toxicomanie puis les problèmes de santé mentale qui, oui, parfois peuvent être associés à des personnes en situation d'itinérance, mais parfois non. Ouais. Vous savez, fait que donc, faut pas mélanger, faut pas faire d'amalgame avec l'ensemble de ces personnes-là. Vous avez vu, évidemment, c'est pas un sondage scientifique, là, Ouais. mais on n'a pas non plus de sondage scientifique. Même le fameux comptage, là, Ouais. ça vaut ce que ça vaut. Ouais. C'est peut-être la pointe de l'iceberg. On dit qu'il y en a à peu près 10 000 des itinérants. Moi, je pense qu'il y en a vraiment plus que ça. Les organismes le disent, d'ailleurs. Ouais. Vous, à qui vous avez parlé à des itinérants, des jeunes, par Ouais. exemple. Je disais, il y en a 1 sur 4 là, qui vient de la DPJ. C'est quand même terrible. C'est énorme, là. Des gens qui ont des enjeux de toxicomanie. Vous avez vu quoi, surtout? Quels sont les gens que vous avez rencontrés qui vous ont marqué? Ben, ils veulent pas être là. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas être là. Ils ont pas de. Il y a des gens qui veulent rien savoir des refuges. Ouais. On en voit. Mais les gens ne veulent pas être là. Ils n'ont pas d'affaires la plupart du temps dans la rue. De toute façon, dans la société dans laquelle on est, riche comme on est, avec la dignité qui doit nous guider, il devrait y avoir personne qui dort dans la rue. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus, tout le monde. Comme il devrait y avoir aucun enfant qui a faim en commençant la journée de l'école le matin. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est une volonté de s'en sortir, n'est-ce pas? Mais une incapacité d'atteindre des choses très, très simples, c'est-à-dire, tu sais, on parle de l'accès à la propriété pour les jeunes couples, les familles, tout ça, Ouais. c'est super important, c'est important pour notre parti. On fait une annonce d'ailleurs après-midi sur un droit de préemption pour peut-être éventuellement des logements sociaux dans OK. la Maisonneuve. Oui, donc ça va. Ça, c'est une bonne nouvelle, on peut en parler aussi. Ben oui, oui. À place de l'itinérance. Vous n'êtes Isabelle, pas parti encore. À place Ouais, de ouais. l'itinérance. Oui, certain. À place des pistes cyclables, pardon. Oui. Et Non, donc, on va faire les deux. Donc, il y a vraiment une capacité. Fait que, tu sais, vous avez vu les nouvelles là, récemment, des promoteurs qui ont dit on va s'y mettre. Oui. Alors,
pour nous, c'est exactement ce qu'on a dit en campagne. Ce qu'on a dit en campagne, c'est que les solutions sont tellement complexes qu'elles ne viendront pas seulement des acteurs gouvernementaux, elles vont venir des institutions, comme les santé publiques et tout, des gouvernements, des promoteurs privés, des grandes familles, la philanthropie, la ville. Ouais. Ce qu'on a manqué, Isabelle, je peux me permettre, dans les dernières années, on a manqué de leadership. Alors, la Ville de Montréal s'est recroquevillée sur elle-même et a dit « Ah ben nous, c'est pas notre responsabilité, c'est Québec qui devrait s'occuper de ça. » Moi, l'approche qu'on a avec Soraya, c'est de dire « Nous sommes chez nous à Montréal. Ce sont nos rues. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un dorme sur le trottoir en face de chez vous? » La réponse, c'est non. Alors, on doit absolument passer à l'action et on l'est. On a déjà... Même si ça fait 2 semaines, puis moi, je suis passé à travers un recomptage, tout ça. Fait que le 3 novembre, on était au travail. Soraya et moi, les deux, on était à l'Hôtel de Ville. Et on est déjà à l'action avec le CIUS et l'ensemble des institutions. Au moment où on se parle 3 fois par semaine pour voir où sont les places disponibles, où est les écarts dans le service, qui peut ouvrir d'autres places, comment ça fonctionne, protocole pour les campements, quels sont les pouvoirs qu'on peut rapatrier de Québec. On a eu une rencontre avec le premier ministre la semaine dernière, on a parlé de ça. On a besoin de certains pouvoirs qui sont actuellement à Québec, qui peuvent être transférés à Montréal. Monsieur Legault, il vous a-tu parti sur l'immigration? Moi, j'ai été très déçu. Je vais vous entendre là-dessus rapidement, mais c'est quand même dire, il y a de l'itinérance, il faut dire qu'il y a bien des immigrants. Sincèrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a, il y a des immigrants. C'est pas des immigrants, ce sont des réfugiés. Alors, j'allais dire que ce sont des personnes à statut précaire. Voilà, okay? Alors, exact. Et moi, mes 3 enfants sont... Mais à ne pas mélanger avec des immigrants qui passent à travers tout le processus. Oui, mais on fait beaucoup ça, Claude, mélanger quand on parle d'immigration. Je suis d'accord avec vous. Pour le Québécois moyen qui regarde ça, il voit juste du monde qui viennent d'ailleurs, qui sont pas, en guillemets, de souche, puis là, qui prennent nos logements, qui font... Et puis pour lesquels on paye. Alors, il faut quand même le dire, ce ne sont pas des immigrants qui veulent s'intégrer forcément au Québec. C'est des gens qui souvent viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre place à aller. Ils fuient leur pays. Il y en a peut-être là-dedans qui abusent un peu de notre générosité. Mais dire il y a de la pauvreté ou il y a de l'itinérance à Montréal parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration, c'est pas tout à fait donner un portrait réel. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord avec vous. Y avez-vous dit à M. Legault? Je pense que c'est pas juste. Nous, on n'était pas... nous ne mettons pas les seuils mais non, je sais bien. Mais Claude, y avez-vous dit à M. Legault que c'était pas tout à fait ça? On a parlé de la question de l'immigration, de la question de l'itinérance aussi. Moi, savez-vous ce que j'aime dire à ça quand on parle de travailleurs temporaires puis de statut précaire, tout ça, je leur dis toujours, lorsque vous allez aller dans votre épicerie préférée et que vous allez manger des beaux légumes du Québec, il y a des très, très bonnes chances qu'ils aient été cueillis par un travailleur temporaire. Et ça va être un méchant problème tout à l'heure si on a plus de monde qui vient de les ramasser. Alors voilà, je pense qu'on ne peut pas mettre tout dans le même panier. Comme en itinérance, on ne peut pas mettre tout dans le même panier. Je pense que c'est réducteur de faire ça, puis il faut faire attention. Exactement. Donc, je vous disais, vous avez vu surtout des gens, justement, qui étaient gelés dans la rue, ou moi, je dis souvent, pour essayer d'expliquer aux gens comment c'est l'itinérance. Moi, je le dis, si j'étais dans la rue, je serais gelée aussi, probablement. Probablement que je prendrais de la drogue, que je serais intoxiquée, que je boirais de l'alcool, parce que il n'y a rien de plus difficile que ça. Oui, puis vous savez, nous, on a augmenté le financement. On va augmenter le financement, on l'a dit. Je suis dans les budgets. Là. Je vous garantis que cette promesse-là est dans le budget. Vous l'avez triplé, vous voulez le tripler, c'est ça? On va le tripler, effectivement. On passe de 10 à 20 pour l'aide directe. Et un des trucs qu'on veut faire, entre autres, c'est plus de travail de rue. Donc, parce qu'il 10 à 20 ou 10 à 30? Moi, j'ai lu 10 à 30, 20 plus. C'est ça. Donc, un des trucs qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'avoir plus de travailleurs de rue. Millions, bien sûr. On parle de millions? Oui, pas millions. Piastres. Ouais. Et ça, c'est sûr, combien d'années, Claude Pinard? Actuellement, là, c'est pour le terme. C'est donc, pour 4 ans, pour les 4 prochaines années. Minimum. Ouais. Donc, on pense que c'est l'effort minimum que la Ville doit faire. Et puis, vous allez mettre ça, vous le mettez dans quoi? Entre autres, dans le travail de rue, parce que les personnes itinérantes ont besoin de reconnaître les gens qui y parlent. Oui. Et ça les aide. Il y a le concept d'affiliation sociale. Vous savez, des fois, vous êtes un peu comme retiré de la société, vous vous sentez en marge. Alors, ces gens-là viennent faire en sorte que vous vous sentez bien puis qu'on peut s'occuper de vous. Puis, ils les amènent à l'intérieur. Vous disiez, ils ne veulent pas aller dans les refuges. Oui. Mais des fois, t'expliques. Puis, tu sais, il n'y a pas que des refuges, il y a d'autres façons. Je pense que vous avez travaillé aussi sur le projet de Blue Bonnet. Oui, absolument. Expliquez un peu rapidement aux gens, là, c'est quoi déjà ce projet-là, d'amener les itinérants dans ce coin? En fait, il y a une autre chose que je veux dire par rapport aux personnes itinérantes, c'est que une des choses qui m'a vraiment surpris, je le savais avant d'arriver en politique, c'est que les personnes itinérantes ont souvent plus peur de vous que vous pouvez avoir peur d'elles. Ah ouais. Et parce qu'elles ne se sentent pas adéquates, elles sentent qu'elles
qu'elles sentent qu'elles peuvent déranger ou qu'elles vous dérangent. Donc, il y a vraiment une notion, des fois, de concept où il faut se rapprocher des gens puis comprendre ça. Comprenez, dans cette douleur-là, profonde, il faut comprendre ça. Blue Bonnet, là, vous faites référence aux roulottes temporaires. Exact. Moi, j'ai été impliqué dans le développement et l'idéation du gros quartier qu'il va y avoir là, donc 10 000 logements éventuellement. C'est un terrain sur lequel il ne s'est rien passé depuis 1990-12, je pense. Mais des gens qui doutent que les itinérants ou les personnes sans domicile fixe se rendent là. Ben non, actuellement, l'écho que j'avais hier, là, c'est que c'est plein que ça fonctionne. Ah ouais? Oui. Nous, on a encore une fois... Ça fonctionne, c'est-à-dire, ça a l'air de quoi? Là, je ne suis pas allée, je devrais y aller voir. C'est des roulottes de chantier là, qui ont été aménagées avec services sociaux. Puis là, il y a combien de personnes en ce moment? Une trentaine si je ne me trompe pas. OK. Mais ce qui est important, c'est que vous avez dit 10 000 dans le quartier. Ah non, mais là, c'est parce qu'on parle de deux choses différentes. Là, on est vraiment comme un vieux couple maintenant. On ne s'écoute pas. Ouais. Mais j'espère que je vous écoute un peu quand même. Non, mais donc, il y a 10 000 portes, 10 000 logements sur le gros site. De Blue Bonnet. Il y a plusieurs portes qui vont être annoncées très prochainement. On a déjà un peu d'argent pour les infrastructures, logements sociaux, logements abordables. Donc, c'est un projet exceptionnel pour la Ville de Montréal qui a été débuté par une mobilisation de la société civile et non pas encore... donc, c'est la société civile qui est allée chercher le gouvernement, incluant la Ville de Montréal, pour dire « Hey, ça suffit, on a un terrain extraordinaire, on va bâtir quelque chose. » Ça, c'est les 10 000 portes. Là, après ça, il y a des endroits temporaires. Il n'y en a pas assez, Isabelle. La difficulté, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et on a dit, nous, qu'on aurait un fonds pour voir les édifices qui appartiennent à la Ville de Montréal. On est en train, c'est une des promesses des 100 premiers jours, on est en train de faire un inventaire de tous les édifices. On a besoin de quoi comme investissement pour s'assurer qu'on puisse avoir des places de refuge, éventuellement des chambres, s'assurer que les droits de préemption, donc quand la Ville s'est pris un droit d'acheter un édifice, que l'édifice ne reste pas pendant 3 ans à rien faire et à dépérir. On veut s'assurer qu'on est capable d'investir immédiatement. On a prévu de l'argent pour faire ça aussi. Et pour pouvoir installer plus de monde. Puis et en même temps, répartir un peu, dans un concept un peu d'équité territoriale, les personnes en situation d'itinérance dans les quartiers dans lesquels ils vivent. Parce qu'actuellement, en absence de service, elles vont faire quoi? Elles vont descendre vers, disons, les 2 quartiers chauds là, qui sont Hochelaga-Maisonneuve et Sainte-Marie, Ville-Marie, en fait, le centre-ville. C'est là où c'est plus près, le long de Notre-Dame, là où c'est plus près, finalement, des refuges aussi. Absolument, près des services. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font un travail extraordinaire, on va le dire. Mais qui sont dans des quartiers. Oui, qui sont dans des quartiers, mais qui doivent être quelque part. Oui, on a plusieurs choses. D'abord, Sébastien, je pense qu'on a une clip du passage de la mairesse Soraya Martinez-Ferrader qui était venue, je pense, tout de suite là, au lendemain de sa victoire. Elle est venue nous expliquer un peu comment elle voyait ça. Puis elle avait donné un certain message, d'ailleurs, sur l'itinérance aux Montréalais. L'itinérance, c'est un message que je peux dire à la population de Montréal. Là. Il faut que tout le monde vous acceptiez que collectivement, on doit s'occuper de nos Montréalais dans la rue. Et ça va demander que tout le monde, qu'on accepte que peut-être on va avoir des hébergements d'urgence dans ton quartier parce que ça nous en prend plus petit, un peu partout. Mais moi, mon objectif numéro 1, là, je sais que les gens sont frustrés avec la SM, là, mais moi, mon objectif numéro 1, c'est que personne ne meurt cet hiver. Ah oui. Okay? Que personne ne meurt cet hiver. Incroyable, hein? Mais vous voyez... Pensez-vous être capable? Honnêtement, je vous disais qu'on se rencontre 3 fois par semaine. Ouais. On s'est comme créé comme un war room, là. Je peux dire ça comme ça. Puis on se parle naturellement avec les fonctionnaires de la ville, le politique aussi, et les autres intervenants à qui on doit parler. Puis on s'assure qu'on laisse personne passer à travers les mailles du filet. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est pas un leadership qu'elle avait assumé avant. Alors, donc, pour nous, c'est super important d'être là. Mais ça demande que vous soyez partout, presque. C'est ça. On est partout, la Ville de Montréal. On est dans 19 arrondissements. Non, mais ça veut dire la nuit, ça veut dire pas en échapper personne. C'est un gros défi, ça. On a la chance de compter sur... plusieurs personnes dans notre équipe, mais je pense entre autres à Benoît Langevin qui vient lui-même du milieu de l'itinérance, qui a créé un organisme qui est connecté partout. J'ai un assez bon réseau aussi en développement social également. Donc, Soraya également un excellent réseau. Fait qu'on est connecté, on l'est connecté. L'idée, c'est de comment dirais-je, écouter, s'assurer qu'on a l'information puis qu'on passe à l'action sur les écarts de service, là, où on n'est pas aux bonnes places. Puis
de donner service aux citoyens. Oui. On a beaucoup de citoyens, justement, qui réagissent. Ben pour l'instant, il y a quand même un vent d'espoir qui souffle sur la ville. Là. Je pense, entre autres, à Frank qui dit « Il m'inspire vraiment confiance, ce monsieur ». Il y a Antoine aussi qui dit « Le message est tellement différent qu'avec Projet Montréal, il semble beaucoup plus actif ». Ça, c'est Antoine. Sinon, il y a Étienne qui dit « Ouais, mais là, l'itinérance, on sait qu'il y a beaucoup des pouvoirs qui appartiennent à Québec et au fédéral, l'argent aussi. » Étienne qui est un peu plus... amène des doutes. Monsieur Pinard, vous avez dit que la santé allait avoir un impact, là. Notamment quand il est question de toxicomanie. Je pense que ça aussi, ça fait peur au monde. Comment on peut aider les toxicomanes? Écoutez, merci des bons commentaires, premièrement. Deuxièmement, on parle au ministre. Là, depuis qu'on est, avant même d'être assermenté, on avait rencontré le ministre de l'Habitation, le Conseil du Trésor, Mme Rouleau qui est en charge, les gens santé, services sociaux. Encore, cette semaine, on est en contact. C'est-tu ceux qui sont là ou ceux qui étaient là avant? Non, ceux qui sont là actuellement. Donc, ça a bougé vite il n'y a pas si longtemps. Non, mais on sait. Fait que le point, c'est que encore là, je parle de recroqueviller. L'idée, c'est de s'ouvrir un peu. Alors, je suis content de voir que les gens sentent cette énergie-là parce que c'est exactement ce qu'on fait. Fait que le statu quo, ça n'existe pas sur cette question-là. Moi, je le prends personnel si on ne réussit pas. Puis sérieux, c'est la même chose. Fait qu'on est des fighters, les deux. On va pas laisser la situation, comment dirais-je, impacter tant les personnes en situation d'itinérante que les personnes montréalaises qui essaient de se rendre travailler, tout ça. Lié au fait qu'il manque de logements, puis on va en construire plus, puis la nouvelle de cette semaine est exceptionnelle, puis on va tout faire pour aider. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. La nouvelle des promoteurs, vous voulez dire, là, de M. Charente. Alors, si on est capable d'avancer, on avance dans des projets comme ça va faire quoi? Ça va amener de la demande spécifique parce que les taux d'inoccupation dans les logements qui sont bas sont très, très faibles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de disponibilité, donc il n'y en a pas de logement à 700$. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les gens n'ont tellement pas les moyens que même les loyers actuels, les gens ne peuvent pas les payer, du 2500 à 2600 là, pour des... Oui, et qu'est-ce qui arrive? Et là, les logements vont être vacants parce que les gens disent, moi, je peux pas me payer ça, fait que je peux pas accéder à ce logement-là, tout prix. Là. Le logement à tout prix, il y en a pour qui c'est pas possible. Là, je vous parle de cette fameuse roue infernale, c'est-à-dire que non, ils ne payent pas le loyer, ils se font investir, ils se ramassent à la rue. Ouais. Et là, on est dans une situation qui est assez plus commune qu'on pense. Là. Okay? Donc, une fois qu'on a un peu comme endigué cette situation de manque de logement, on est capable de travailler, vous allez voir, la roue va se mettre à tourner de l'autre côté, puis on va être en mesure d'avoir des logements justement pour pouvoir donner un endroit où vivre aux gens qui ont moins de revenus, disons, ou qui ont moins de chance, ou peu importe, là, qui sont en train de se réaffilier à la société. Puis, une fois qu'on va faire ça, il va faire quoi? Il va avoir un sentiment, moins de personnes dans les rues vont être plus propres, il va avoir le sentiment de sécurité qui va s'améliorer, on va travailler sur la propriété, sur la sécurité, puis on va se redonner une fierté. Et moi, cette fierté-là, je veux qu'elle nous appartienne à tout le monde, je veux qu'elle appartienne aux gens qui vont faire un sourire à une personne itinérante. Je veux que la personne itinérante soit fière d'avoir un logement. Je veux que nous, à la ville, on soit fiers, que vous soyez fiers. Regardez, on parle de fierté, Isabelle, puis vous souriez depuis 20 secondes. Ça nous manque un peu. On a besoin d'avoir ce message d'espoir-là. Puis c'est ça qu'on doit porter. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Exactement. Vous restez un petit peu avec nous parce qu'on a des gens au bout du téléphone. 1-877-827-2346. On va vous parler, Normand. Merci de votre patience. Vous êtes président du comité exécutif. Alors, il y a l'itinérance, mais il y a aussi d'autres dossiers. On va parler de les pistes cyclables. Je sais que vous avez tellement hâte de nous parler de ça. Et aussi, votre fameux projet, votre annonce de cet après-midi, là, vous expliquerez ça. Il y a plein de commentaires également. Oui, plusieurs commentaires. Voilà. Alors, on revient avec vos commentaires tout de suite après ça.